il y a quelque chose que personne ne veut vraiment entendre. Le moment décisif que tu attends, cette révélation, cette rencontre, cet événement qui va tout changer, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et continuer à l'attendre est peut-être la chose la plus coûteuse que tu puisses faire avec ta vie. On nous a vendu une illusion, l'idée que le succès ressemble à un flash de lumière, à un avant et à un après, à une transformation soudaine et spectaculaire. On l'a vu dans les films, lu dans les biographies retouchées, entendu dans les discours de motivation qui te font te sentir invincible pendant 48 heures avant que la réalité reprenne ses droits, silencieuse et implacable. Mais regarde autour de toi, les personnes que tu admires vraiment, celles dont la vie te semble stable, libre, construite. Elles n'ont pas vécu ce grand moment magique. Elles ont fait autre chose, quelque chose de bien moins spectaculaire. Et c'est précisément pour ça que ça a fonctionné. Ce que tu vas comprendre dans les prochaines heures va aller à l'encontre de presque tout ce qu'on t'a enseigné sur le changement, sur la réussite, sur ce que tu es capable de devenir. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est trop simple pour qu'on veuille y croire. Parce que ça ne se vend pas bien, parce que ça ne génère pas d'adrénaline, parce que ça ressemble à quelque chose d'ennuyeux et que nous vivons dans une culture qui a appris à confondre l'ennui avec l'inutilité. L'ennui ici est un mensonge. Ce que tu vas découvrir est la chose la plus puissante que tu puisses intégrer dans ta vie. Pas la plus excitante, la plus puissante. Installe-toi confortablement. Laisse ton esprit se poser. Tu n'as rien à faire pendant cette heure, sinon écouter et laisser les idées traverser. Et à la fin, une seule chose. Pas une liste, pas un plan en 10 étapes. Une seule chose que tu changeras demain matin. Une seule. C'est suffisant. C'est même, comme tu le verras, exactement la bonne quantité. Chapitre 1. La loi des 1%. Laisse-moi te poser une question que personne ne pose jamais vraiment. Quelle serait la différence entre un avion qui décolle de Paris en direction de New York avec un cap exact et un avion qui part avec une déviation de seulement 1 degré vers le sud? Au début, rien. Les deux avions semblent aller dans la même direction. Au bout d'1 heure de vol, la différence est invisible à l'œil nu. Au bout de 2 heures, quelques dizaines de kilomètres d'écart, à peine notable. Mais après 8 heures dans les airs, l'avion dévié d'1 seul degré finit quelque part en plein Atlantique, à des centaines de kilomètres de toute côte. 1 seul degré. Invisible au départ, catastrophique ou extraordinaire à l'arrivée. C'est la loi des 1%. Et elle ne s'applique pas aux avions, elle s'applique à ta vie entière, à ta santé, à tes finances, à tes relations, à la qualité de ton esprit, à chaque journée, à chaque choix, à chaque habitude silencieuse que tu maintiens ou que tu laisses mourir. Améliore-toi d'1% chaque jour pendant 365 jours et tu seras 37 fois meilleur qu'au départ. Pas 10% meilleur, pas 2 fois meilleur, 37 fois. Les mathématiques sont implacables. 1,01 élevé à la puissance 365 donne 37,78. Maintenant, regarde l'autre côté. Détériore-toi d'1% chaque jour, une mauvaise décision de plus, un effort de moins, une distraction supplémentaire, et après la même année, tu ne vaux plus que 0,03 de ce que tu étais. Presque rien. Une vie qui semblait stable, qui se retrouve, progressivement, sans que tu comprennes vraiment comment, à un endroit que tu ne voulais pas. 2 trajectoires, même point de départ, différence invisible pendant les premiers mois. Et puis, à un moment que tu ne peux pas prédire à l'avance, quelque chose bascule. L'écart devient visible, puis il devient colossal. Et les gens de l'extérieur appellent ça la chance ou la malchance, sans voir les 1000 petites décisions qui ont composé ce résultat. Le problème, c'est que nous sommes des créatures de l'immédiat. Notre cerveau a été façonné sur des millions d'années pour répondre aux menaces visibles, aux récompenses immédiates, aux changements brusques. Il n'a pas été conçu pour percevoir une progression d'1% par jour. C'est trop lent, trop silencieux, trop ennuyeux pour qu'il y prête attention. Et c'est précisément pourquoi cette loi est si puissante pour ceux qui la comprennent et si invisible pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée. Pense à un bloc de glace dans une pièce froide. La pièce est à -5 degrés, tu commences à chauffer lentement. -4 degrés,
rien ne change, -3, toujours rien, -2, -1, 0, toujours rien de visible, et puis un seul degré de plus, un seul, et tout change. La glace commence à fondre, l'eau apparaît. Ce dernier degré ne semblait pas différent des autres, il était précédé de 5 degrés qui semblaient inutiles. Ils ne l'étaient pas, ils rendaient le suivant possible. Sans eux, le dernier n'aurait rien produit. Ta vie a un point de fusion. Tu ne sais pas exactement où il se trouve, mais chaque action d'1% te rapproche de lui ou t'en éloigne. On te demande souvent si tu es motivé. Ce n'est pas la bonne question. La motivation est un état émotionnel. Elle monte et descend. Elle arrive sans prévenir et disparaît de la même façon. Construire une vie sur la motivation, c'est construire une maison sur du sable mouvant. Ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des jours où tu te sens inspiré. Ce dont tu as besoin, c'est une direction claire et un engagement quotidien envers 1% de mieux, même les jours où tu n'en as aucune envie, surtout ces jours-là. Il y a une histoire que j'aime raconter. 2 frères, même famille, même éducation, mêmes opportunités de départ. À 20 ans, l'un commence à lire 10 pages d'un bon livre chaque soir avant de dormir. L'autre préfère regarder des vidéos jusqu'à 1 heure du matin. Pendant les 6 premiers mois, il n'y a aucune différence visible entre les deux. Leur conversation est la même, leurs performances au travail sont équivalentes, leurs cercles sociaux se ressemblent. Mais à 30 ans, les 2 frères n'ont plus rien en commun. L'un a lu 1800 livres, il a absorbé sans le savoir les meilleures idées de 1800 esprits brillants, il pense différemment, il voit les problèmes différemment, il communique différemment. L'autre n'a pas progressé d'une ligne depuis la fin de l'école. 10 pages par soir, 150 mots par minute, 15 à 20 minutes d'efforts quotidiens invisibles, sans aucun résultat apparent pendant des mois. Et pourtant, 1% de plus chaque jour, 37 fois plus loin en 1 an. La question n'est donc pas de savoir si tu veux succéder, tout le monde veut succéder. La question est de savoir si tu es prêt à faire quelque chose qui semble insignifiant, encore et encore, pendant suffisamment longtemps que la loi des 1% travaille en ta faveur. Il y a une distinction que très peu de gens font et qui change tout. La différence entre les résultats et les systèmes. Un résultat, c'est ce que tu veux obtenir. Perdre 10 kilos, économiser 20 000 euros, lancer tout projet. Un système, c'est le processus quotidien qui t'y mène. Et voici ce que j'ai compris après des années d'observation. Les personnes qui se concentrent sur les résultats y arrivent rarement. Les personnes qui se concentrent sur les systèmes y arrivent presque inévitablement. Pourquoi? Parce qu'un résultat est un point dans le futur sur lequel tu n'as aucun contrôle direct. Mais un système est quelque chose que tu peux exécuter aujourd'hui, là, maintenant, avec la vie que tu as. Et chaque exécution du système t'approche un peu plus du résultat, silencieusement, invisiblement, mais mathématiquement. C'est la loi des 1%, dans toute sa simplicité. Tu ne contrôles pas l'arrivée, tu contrôles le cap. Et le cap, maintenu avec cohérence, fait le reste. Parce que les jours où tu n'en as pas envie et que tu le fais quand même, c'est précisément ces jours-là qui font toute la différence entre quelqu'un qui essaie et quelqu'un qui devient. Chapitre 2. L'identité avant les objectifs. Il y a une erreur que presque tout le monde fait quand il veut changer quelque chose dans sa vie. Pas une erreur de méthode, pas un manque de discipline, une erreur de niveau. On essaie de changer ce qu'on fait avant d'avoir changé ce qu'on est. Voici comment ça se passe habituellement. Tu décides de te mettre au sport. Tu te fixes un objectif, courir un semi-marathon dans 6 mois. Tu t'achètes des chaussures, tu télécharges une application, tu t'entraînes pendant 2 semaines avec une énergie que tu ne te connaissais pas. Et puis, progressivement, presque sans t'en rendre compte, tu t'arrêtes. Pas parce que tu manques de volonté, pas parce que l'objectif était trop grand, mais parce que quelque chose en toi, au fond, ne croit pas encore que tu es coureur. Et cette croyance, invisible et silencieuse, est plus puissante que n'importe quelle application de running. Ce que les personnes qui réussissent à changer comprennent différemment, c'est ceci. Elles ne se demandent pas comment faire X, elles se demandent quel genre de personne fait X naturellement et comment elles deviennent cette personne. Un coureur ne court pas pour atteindre un objectif, il court parce qu'il est coureur.
C'est différent, profondément différent. L'identité n'est pas ce que tu décides d'être un matin de janvier devant un carnet flambant neuf. L'identité est ce que tu prouves à toi-même à travers chaque petite action répétée. C'est une accumulation de preuves. Chaque fois que tu honores un engagement envers toi-même, même un tout petit engagement, tu ajoutes une preuve dans ce dossier intérieur qui dit « Je suis quelqu'un de fiable ». Chaque fois que tu te défiles, tu ajoutes une preuve dans l'autre sens. Avec le temps, le dossier le plus épais gagne, toujours. C'est pour ça que commencer petit est plus intelligent que commencer grand. Non pas parce que les petits objectifs sont plus faciles à atteindre, mais parce que les petites victoires répétées changent le dossier de preuve plus vite que les grands objectifs atteints une fois. Un homme qui fait 10 pompes chaque matin, sans exception, pendant 1 an, a construit quelque chose que celui qui court un marathon une fois par an n'a pas construit. Il a construit une identité. Je suis quelqu'un qui s'entraîne, quelle que soit la situation. Et cette identité, une fois établie, commence à prendre ses propres décisions. Imagine 2 personnes à qui on propose un dessert après le dîner. La première dit « Non merci, j'essaie de perdre du poids ». La seconde dit « Non merci, je ne mange pas de sucre le soir ». La différence semble minime, elle est en réalité abyssale. La première résiste à une tentation, la seconde exprime une identité. La première doit utiliser sa volonté, la seconde n'en a pas besoin, parce qu'elle ne perçoit plus la situation comme une tentation, elle perçoit sa réponse comme une évidence. Le chemin vers là n'est pas mystérieux, il passe par des choix répétés, accumulés, trop petits pour être remarqués un par un, mais qui ensemble sculptent une version de toi que tu ne reconnais pas encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de profond à comprendre ici. Chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, aussi petit soit-il, tu envoies un message à ton cerveau. Tu lui dis « Je suis quelqu'un dont les décisions ont du poids, quelqu'un dont les promesses veulent dire quelque chose ». Et ton cerveau, qui écoute tout ce que tu lui dis sans jamais discuter, commence à construire une image de toi à la hauteur de ce message. À l'inverse, chaque fois que tu te dis « Je vais le faire demain », tu envoies un message différent. Tu lui dis « Mes intentions ne se transforment pas en action ». Et lui, fidèlement, intègre cette information dans le portrait qu'il construit de toi. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la neurologie. Les voies neuronales associées à un comportement se renforcent chaque fois que ce comportement est répété. Elles s'affaiblissent chaque fois qu'il est évité. Ce que tu fais le plus devient ce que tu fais naturellement. Ce que tu évites le plus devient ce que tu ne sais plus faire. Pose-toi cette question maintenant. Quelle est l'identité que tu veux construire? Pas l'objectif que tu veux atteindre, l'identité. Non pas « je veux avoir économisé 10 000 € d'ici à la fin de l'année », mais « je suis quelqu'un qui gère son argent avec intelligence ». Non pas « je veux lire 20 livres cette année », mais « je suis un lecteur ». Non pas « je veux être plus calme avec mes proches », mais « je suis quelqu'un qui choisit comment il réagit ». Chaque acte que tu poses désormais est soit un vote pour cette identité, soit un vote contre elle. Tu n'as pas besoin de voter juste à chaque fois, mais tu as besoin que la majorité des votes aillent dans le bon sens. Le changement durable ne commence jamais par ce que tu fais, il commence par qui tu décides d'être. Il y a une dernière chose à comprendre sur l'identité, et c'est peut-être la plus libératrice. Changer d'identité ne demande pas de changer tout un coup, ça demande de commencer à agir comme la personne que tu veux être, même une seule fois, même imparfaitement, même aujourd'hui. Tu veux être quelqu'un de discipliné? Fais une seule discipline ce soir. Tu veux être quelqu'un de généreux? Fais un geste généreux demain. Tu veux être quelqu'un de courageux? Passe un seul appel difficile cette semaine. Chaque acte, aussi petit soit-il, est une preuve, et les preuves s'accumulent. Elles construisent le dossier, elles sculptent l'image que tu as de toi-même jusqu'au jour où cette image n'est plus une aspiration, elle est simplement qui tu es. C'est ainsi que les gens changent vraiment, pas en se transformant du jour au lendemain, mais en accumulant des preuves, une à une, que la personne qu'ils veulent être est déjà en train d'émerger. Chapitre 3. Le système invisible. La volonté est une ressource épuisable. Ce n'est pas une opinion, c'est de la biologie. Ton cerveau préfrontal, la partie responsable de la prise de décision, de la discipline, du contrôle de tes impulsions, fonctionne comme une batterie. Chaque décision que tu prends dans la journée la vide un peu plus. Et le soir, quand cette batterie est à plat, tu prends les pires décisions de ta journée. C'est pour ça que les régimes échouent le vendredi soir. C'est pour ça que tu envoies des messages que tu regrettes après une longue réunion.
C'est pour ça que tu commandes à livrer au lieu de cuisiner quand tu rentres épuisé. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est de la physique. Les personnes qui ont compris ça ont arrêté de se battre contre leur propre cerveau. Elles ont construit des systèmes. Un système, c'est quoi? C'est n'importe quelle structure que tu mets en place pour que le bon choix devienne automatique et le mauvais choix difficile, coûteux ou impossible. C'est l'intelligence de prendre des décisions une seule fois, à froid, plutôt que de les prendre 100 fois, à chaud, avec une batterie à plat. Voici un exemple concret que tu peux appliquer dès ce soir. Si tu poses des vêtements de sport la veille au soir, juste à côté de ton lit, tu as entre 50 et 70% plus de chances de t'entraîner le lendemain matin. Pas parce que tu as plus de motivation, pas parce que tu as plus de discipline, mais parce que tu as réduit la friction entre l'intention et l'action à presque zéro. Le signal est là, la réponse suit. À l'inverse, si la nourriture que tu veux éviter est visible, accessible, à portée de main dans ton réfrigérateur, tu vas en manger. Pas parce que tu es faible, parce que ton cerveau choisit toujours le chemin de moindre résistance quand la batterie est basse. Si tu veux ne pas manger quelque chose, ne l'achète pas. Rends le mauvais choix logistiquement compliqué. Pense à l'épargne automatique. L'argent que tu vires en début de mois, avant même de le voir, tu ne ressens pas la douleur de ne pas le dépenser parce que tu ne l'as jamais eu dans les mains. La décision a été prise une fois pour toutes, le système fait le travail à ta place chaque mois sans que ta volonté soit sollicitée. Pense au téléphone en mode silencieux dans une autre pièce pendant les 2 premières heures de ta journée. Tu n'as pas besoin de résister à la distraction, tu l'as rendu physiquement inaccessible. Le bon choix est devenu le seul choix disponible. Pense au livre ouvert posé sur ta table de nuit chaque soir. Pas besoin de te motiver à lire. Le signal est là, l'action suit naturellement. Il y a une histoire que j'aime citer. Un chercheur américain voulait comprendre pourquoi certains hôpitaux avaient des taux de lavage des mains beaucoup plus élevés que d'autres parmi leurs équipes médicales. Il a découvert que les hôpitaux les plus performants sur cet indicateur n'avaient pas lancé de campagne de sensibilisation plus convaincante, ils n'avaient pas formé leurs équipes différemment, ils avaient simplement placé des distributeurs de gel hydroalcoolique à la sortie de chaque chambre. Impossible de ne pas les voir en sortant. Le geste correct était devenu le geste évident. Le système avait fait ce que la volonté ne pouvait pas garantir. Un système bien conçu transforme un comportement difficile en comportement inévitable. Et l'inverse est aussi vrai. Un mauvais système rend les mauvaises décisions inévitables, aussi bonnes que soit ta volonté. La question n'est donc pas « comment est-ce que je trouve la motivation de faire X ?» La vraie question est « comment est-ce que je construis un environnement où X devient la chose la plus facile et la plus naturelle à faire ?» C'est le glissement le plus important que tu peux opérer. Pas vouloir plus, pas te discipliner davantage, concevoir mieux. Parce que ta vie actuelle est déjà le résultat des systèmes que tu as, consciemment ou non, laissés s'installer. Si tu n'aimes pas les résultats, ne change pas ta volonté, change le système. Chapitre 4. Les 4 lois du changement durable. Il n'existe pas de raccourci vers le changement, mais il existe une architecture. Et une fois que tu la comprends, elle rend le changement moins difficile et surtout moins dépendant de ton état émotionnel du moment. Une habitude se construit autour d'une boucle simple. Un signal déclenche une envie, qui motive une réponse, qui produit une récompense. Cette récompense renforce le signal au départ de la prochaine boucle. C'est ainsi que ton cerveau câble automatiquement n'importe quel comportement répété, qu'il soit bon ou mauvais pour toi. Pour créer une nouvelle habitude, tu dois rendre ce cycle plus facile à déclencher. Pour briser une mauvaise habitude, tu dois rendre ce même cycle plus difficile. Et il y a 4 leviers précis pour y arriver. Premier levier. Rends-le évident. Une habitude que tu ne vois pas n'existe pas pour ton cerveau. Si tu veux lire davantage, pose un livre sur ta table de chevet, pas dans une bibliothèque dans une autre pièce. Si tu veux boire plus d'eau, place une bouteille sur ton bureau, là où tu travailles. Si tu veux méditer, installe un coussin visible dans un coin de ta chambre. Le signal doit être là, devant toi, sans effort de recherche. Ce qui est invisible reste virtuel. Ce qui est visible devient réel.
Tu peux aussi utiliser une technique simple que les chercheurs appellent l'intention d'implémentation. Plutôt que de dire « je vais faire du sport cette semaine », dis « je vais faire 30 minutes de marche le lundi, mercredi et vendredi à 18 h en partant directement du bureau ». La précision du quand et du comment transforme une intention floue en signal clair, et les signaux clairs déclenchent des actions. Deuxième levier, rends-le attractif. Ton cerveau est une machine à dopamine. Il anticipe la récompense avant même d'avoir reçu l'action. Pour câbler une nouvelle habitude, associe-la à quelque chose que tu aimes déjà. Tu veux te mettre au sport mais tu détestes courir? Écoute le podcast ou la série audio que tu aimes uniquement pendant tes séances. Tu veux étudier une compétence aride? Fais-le dans ton café préféré. Tu utilises une récompense existante pour financer un comportement nouveau. L'habitude devient associée au plaisir plutôt qu'à l'effort. Troisième levier, rends-le facile. C'est le plus contre-intuitif de tous. On pense que pour changer, il faut commencer grand, s'engager fort, se lancer avec ambition totale. C'est faux. La régularité bat l'intensité à chaque fois. 2 minutes de méditation chaque matin construisent une habitude plus solide qu'1 heure de méditation une fois par semaine. Commence si petit que ça en devient presque absurde. Une phrase de journal, 5 minutes de lecture, 10 pompes. L'objectif n'est pas la performance, c'est d'être présent, c'est de voter. La performance arrive ensuite, naturellement, quand l'identité est installée. Il y a une règle que j'applique personnellement et que je recommande systématiquement. Ne rate jamais 2 fois de suite. Tu vas rater, tout le monde rate. Ce qui distingue ceux qui progressent de ceux qui stagnent, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la vitesse du retour. Rater une fois, c'est un accident. Rater 2 fois de suite, c'est le début d'une nouvelle habitude. Dès que tu rates, reviens le lendemain, sans culpabilité, sans cérémonie, juste le retour. Quatrième levier, rends-le satisfaisant. Le cerveau retient ce qui procure une récompense immédiate. Le problème des comportements qui te construisent, épargner, faire du sport, bien manger, lire, apprendre, c'est que la récompense est différée. Tu ne la ressens pas aujourd'hui, tu la ressentiras dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et ton cerveau de l'immédiat ne sait pas quoi faire avec quelque chose d'aussi lointain. La solution est simple. Crée une micro-récompense immédiate. Coche une case dans un carnet, marque un X sur un calendrier, envoie un message à un ami pour rendre compte. Ce geste simple libère une petite dose de satisfaction suffisante pour que ton cerveau veuille recommencer demain. Ces 4 leviers ne demandent pas de force de caractère extraordinaire. Ils demandent une conception intelligente. Ils demandent que tu traites ta propre vie autant que le soin qu'un ingénieur traite un système qu'il veut voir fonctionner sans interruption. Il y a une question pratique que je te pose souvent à cette étape. Quelle est l'habitude que tu veux installer et quel de ces 4 leviers est actuellement manquant? Parce que la plupart du temps, l'habitude ne prend pas non pas parce que tu manques de discipline, mais parce qu'un levier précis est absent. Tu sais ce que tu veux faire, mais le signal n'est pas évident, ou le comportement est trop difficile dans ta version actuelle, ou la récompense est trop différée pour que ton cerveau s'y attache. Diagnostique d'abord, puis interviens sur le bon levier. Un exemple concret. Imagine que tu veux y écrire davantage, tenir un journal, travailler sur un projet, développer une compétence d'écriture. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas tenu. Regardons les 4 leviers. Le signal est-il évident? Est-ce qu'un carnet ouvert t'attend sur ton bureau chaque matin ou est-ce que tu dois le chercher? Le comportement est-il attractif? Associes-tu à quelque chose que tu aimes déjà? Une musique, un café, un moment de la journée que tu apprécies déjà? Est-il facile? Commences-tu par une seule phrase ou te mets-tu une pression de produire quelque chose de complet? Et est-il satisfaisant? Est-ce qu'il y a une micro-récompense immédiate quand tu respectes cet engagement? Si un seul de ces 4 éléments manque, l'habitude est fragile. Si les 4 sont en place, elle devient presque inévitable. C'est l'architecture du changement durable, pas la volonté, pas la motivation, la conception. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de construire. Chapitre 5. L'environnement est ton destin. Tu penses que tu prends tes décisions. En réalité, ton environnement les prend pour toi, la plupart du temps sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas une critique, c'est de la science. Quand les chercheurs ont étudié comment les gens font leurs choix alimentaires dans les cafétérias, ils ont découvert quelque chose de déconcertant.
En changeant simplement la position des aliments, mettre la salade à hauteur des yeux, les desserts plus loin, les fruits dans des récipients transparents, les gens ont naturellement choisi des options plus saines. Sans campagne de sensibilisation, sans effort de volonté, sans même s'en rendre compte, juste en changeant ce qui était visible et accessible. Nous sommes des créatures de contexte. Notre comportement est modelé par ce qui nous entoure, bien plus que par nos intentions conscientes. Pense à qui tu étais il y a 10 ans. Maintenant, pense à qui tu es aujourd'hui. Que s'est-il passé entre ces deux moments? Probablement moins de grandes décisions conscientes que tu ne l'imagines. Plutôt une accumulation d'expositions aux personnes que tu as fréquentées, aux conversations que tu as eues régulièrement, aux contenus que tu as consommés semaine après semaine, aux environnements que tu as habités. Ces expositions répétées ont sculpté tes croyances, tes réflexes, ta façon de voir ce qui est possible. Les personnes qui t'entourent sont peut-être l'influence la plus puissante sur ta trajectoire. Pas parce qu'elles te disent quoi faire, mais parce qu'elles définissent ce qui est normal. Si tes amis proches passent leur soirée à consommer du contenu passif, tu le feras aussi, sans même t'en rendre compte. Si tes collègues se plaignent constamment de leur situation, tu adopteras progressivement une vision du monde plus pessimiste, même si tu te considères fondamentalement optimiste. À l'inverse, si tu passes régulièrement du temps avec des personnes qui lisent, qui investissent, qui construisent quelque chose, leur comportement et leurs croyances deviennent graduellement les tiens. Non pas par imitation consciente, mais par osmose naturelle. Le standard de ce qui est normal pour eux devient le standard de ce qui est possible pour toi. Il y a une expérience sociale qui illustre cela de façon frappante. Des chercheurs ont suivi des groupes d'amis sur 20 ans et ont découvert que l'obésité se propageait dans les réseaux sociaux comme une influence. Si ton ami proche prenait du poids, tes propres chances d'en prendre augmentaient de 57%. Pas parce que tu mangeais la même nourriture que lui, mais parce que ta perception de ce qui est acceptable pour un corps changeait imperceptiblement au contact des siens. Ce mécanisme fonctionne dans tous les sens. L'excellence aussi se propage. La santé financière aussi. L'ambition aussi. Tu n'as pas besoin de couper le contact avec tout le monde. Mais tu dois faire un audit honnête. Qui sont les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Quelle est la trajectoire de chacune d'elles? Est-ce qu'elles avancent, stagnent ou reculent? Et surtout, quelle est la trajectoire moyenne de ces 5 personnes combinées? Parce que c'est, avec une précision déconcertante, la direction vers laquelle tu te diriges. Ton espace physique a le même pouvoir. Un bureau en désordre produit un esprit en désordre, pas parce que le désordre te rend moins intelligent, mais parce qu'il multiplie les signaux cognitifs parasites qui consomment une partie de ton attention en permanence. Un environnement encombré crée une charge mentale invisible et continue. Nettoyer ton espace, c'est littéralement libérer de la bande passante. Ta consommation de contenu a ce même pouvoir. Ce que tu regardes, écoutes et lis avant de dormir est la dernière chose que ton cerveau traite pendant la nuit. Ce que tu consommes au réveil pose le filtre émotionnel à travers lequel tu vas interpréter ta journée entière. Ce ne sont pas des détails, ce sont des décisions architecturales sur l'état de ton esprit. Il y a une expérience que je te propose de faire dès cette semaine. Pendant 7 jours, observe ton environnement immédiat sans jugement. Regarde ce qui est visible dans ta chambre le matin. Observe ce que tu entends dans les premières minutes après ton réveil. Note les premières applications que tu ouvres sur ton téléphone. Identifie les personnes avec lesquelles tu as les conversations les plus longues. Et à la fin de la semaine, pose-toi cette question honnêtement. Cet environnement a-t-il été conçu pour faire émerger la meilleure version de moi ou s'est-il installé par défaut, par inertie, sans que j'aie vraiment choisi? La plupart des gens découvrent à cet exercice que leur environnement s'est formé par hasard. Non pas par malveillance, non pas par manque d'intelligence, mais simplement parce que personne ne nous apprend à le concevoir intentionnellement. On hérite des habitudes de nos parents, des dynamiques de notre entourage, des algorithmes des plateformes que l'on utilise. Et progressivement, sans qu'on l'ait décidé, cet environnement devient la boussole invisible qui oriente nos choix quotidiens. La bonne nouvelle, c'est qu'un environnement peut être reconfiguré. Pas tout d'un coup, pas radicalement du jour au lendemain, mais progressivement, intelligemment, une décision à la fois. Changer une application sur l'écran d'accueil de ton téléphone. Placer un livre à la place de la recommande sur ta table basse. Appeler cet ami qui t'inspire plutôt que de laisser le temps s'écouler passivement. Ces gestes semblent minimes, ils ne le sont pas.
Il reconfigure les signaux auxquels ton cerveau est exposé, et donc, progressivement, les comportements qui en découlent. Deviens l'architecte de ton environnement. Choisis ce que tu vois premier le matin. Choisis ce qui est accessible et ce qui est difficile à accéder. Choisis avec qui tu passes du temps. Choisis ce que tu écoutes pendant tes déplacements. Ces choix répétés assez longtemps ne sont pas des détails de confort, ils sont la structure de ta vie. Chapitre 6. Le plateau de la latence. Il y a un moment précis où la plupart des gens abandonnent. Et ce moment n'est pas celui qu'on imagine. On pense qu'on abandonne quand c'est trop difficile. En réalité, on abandonne quand on ne voit pas de résultat, même quand on fait tout correctement, même quand la direction est bonne, même quand les habitudes sont en place. L'absence de résultats visibles est interprétée comme une preuve que ça ne fonctionne pas. Et on arrête, juste au moment où le travail invisible allait devenir visible. Les chercheurs appellent ça le plateau de la latence. C'est la phase pendant laquelle un changement est réel, actif, en train de se produire, mais encore invisible à l'œil nu. Tes habitudes travaillent sous la surface. La transformation est en cours. Et toi, tu ne vois rien. Imagine une graine de bambou géant. La première année après la plantation, il ne se passe rien en surface. La deuxième année, rien. La troisième, la quatrième, rien. Un observateur extérieur conclurait que la graine est morte, que l'effort est vain, que le sol n'est pas bon. Il se tromperait sur toute la ligne. Puis, la cinquième année, le bambou émerge. Et en 6 semaines seulement, il pousse de plus de 20 mètres. Ce n'est pas qu'il ne faisait rien pendant 4 ans. Il construisait un système racinaire d'une profondeur extraordinaire, invisible depuis la surface, mais capable de soutenir une croissance explosive quand les conditions seraient réunies. La croissance souterraine était la condition de la croissance visible. Elle ne pouvait pas être court-circuitée. Tu es ce bambou. Les mois pendant lesquels tu travailles sans voir de résultats ne sont pas des mois perdus. Ce sont les mois pendant lesquels ton système racinaire se forme. La discipline s'installe. L'identité se construit. Les connexions neuronales se câblent. Le capital invisible s'accumule. Et tout ça, tu ne peux pas le voir depuis l'extérieur. Mais voilà ce qui est douloureux. Personne ne peut te dire exactement quand ton bambou va émerger. Tu dois traverser le plateau sans carte, sans garantie, sans confirmation extérieure que ça fonctionne. Tu dois avoir confiance dans la loi des 1%, même quand elle ne se voit pas. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils s'arrêtent au 19e mois, alors que la percée était programmée pour le 20e. Ils changent de méthode juste avant que la première commence à produire des effets visibles. Ils interprètent l'absence de résultats comme une preuve d'échec, alors que c'est simplement une preuve que le travail est encore en cours, sous la surface, là où ça compte vraiment. Il y a quelque chose que j'ai observé systématiquement chez ceux qui finissent par percer. Ils ont tous traversé une période, parfois longue, parfois très longue, pendant laquelle rien ne semblait fonctionner. Pendant laquelle les efforts semblaient disproportionnés par rapport aux résultats. Et ils ont tous, à un moment, eu envie d'arrêter. La différence, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Pas parce qu'ils étaient plus courageux, mais parce qu'ils avaient compris la nature du plateau. Ils savaient que l'absence de résultats visibles n'était pas une information sur la valeur de leurs actions. C'était une information sur la phase dans laquelle ils se trouvaient. Comment traverser le plateau? Pas en cherchant des signes de progrès extérieurs, en tombant amoureux du processus lui-même. La personne qui s'entraîne parce qu'elle aime se sentir forte, pas parce qu'elle attend un corps parfait, ne s'arrête pas au plateau, parce que la récompense ne dépend pas du résultat visible, elle est dans l'action elle-même. L'écrivain qui écrit parce qu'il aime penser à travers les mots, pas parce qu'il attend d'être publié, continue d'écrire pendant les années de silence. L'entrepreneur qui construit parce qu'il aime résoudre des problèmes, pas uniquement pour les revenus, continue de construire quand les chiffres ne suivent pas encore. L'amour du processus est le seul carburant qui ne s'épuise pas pendant le plateau. Tout le reste, la motivation, l'enthousiasme du début, l'adrénaline du lancement, s'évapore sous la chaleur de la durée. Le processus, lui, reste. Demande-toi honnêtement, est-ce que j'aime ce que je fais, indépendamment de là où ça mène? Si la réponse est non, si tu endures l'effort que pour le résultat, tu seras toujours vulnérable au plateau. Si la réponse est oui, si le processus lui-même a de la valeur pour toi, alors le plateau n'est qu'une phase que tu traverses tranquillement pendant que ton bambou pousse.
Chapitre 7. La clarté comme superpower. Il existe une force que peu de gens identifient correctement comme une compétence. Une force qui ne se voit pas dans les diplômes, dans les comptes en banque, ni dans les CV, mais qui, quand elle est développée avec intention, change la qualité de chaque décision que tu prends. On l'appelle la clarté. Pas la clarté au sens vague du terme, la clarté précise. L'état dans lequel tu sais exactement qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu le veux, sans avoir besoin de l'approbation des autres pour le confirmer. L'état dans lequel les bonnes décisions se prennent presque seules parce que le filtre est déjà là. La plupart des gens vivent dans le flou. Pas un flou total. Ils ont des rêves, des ambitions, des envies, mais ces envies sont floues, contradictoires, changeantes. Un jour, ils veulent la liberté, le lendemain, la sécurité. Un jour, ils veulent construire quelque chose de grand, le lendemain, ils veulent tout simplifier et repartir à zéro. Ils changent de cap selon leur humeur, selon les conversations de la semaine, selon le dernier contenu qui les a émus pendant 48 heures. Le flou est épuisant. Il consomme une énergie mentale colossale, même quand tu ne t'en rends pas compte. Chaque décision dans le flou est une lutte, parce que sans direction claire, chaque choix semble aussi valable qu'un autre, et choisir une option revient à renoncer à toutes les autres sans vraiment savoir si tu renonces à la bonne chose. La clarté, c'est le contraire de tout ça. C'est l'état dans lequel les décisions se prennent presque seules. Parce que quand tu sais vraiment ce que tu veux et pourquoi, les choix qui y contribuent deviennent évidents, et ceux qui t'en éloignent deviennent faciles à refuser. Sans culpabilité, sans hésitation prolongée, sans avoir besoin de l'avis de 5 personnes différentes. Comment développer cette clarté ? Pas en méditant pendant des heures en espérant que la réponse arrive d'elle-même, pas en attendant de te sentir prêt. La clarté se construit à travers l'action et la réflexion alternée. Tu fais quelque chose, tu observes comment tu te sens pendant et après, pas ce que tu penses de ce que tu devrais ressentir, mais ce que tu ressens vraiment. Tu notes ce qui t'a donné de l'énergie et ce qui t'en a pris. Progressivement, le portrait de qui tu es réellement émerge, distinct du portrait de qui tu pensais être ou de qui les autres voudraient que tu sois. C'est un travail d'enquête sur toi-même, honnête, sans complaisance, sans illusion. Il y a une pratique simple que je recommande. À la fin de chaque semaine, prends 5 minutes pour répondre à 2 questions. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie cette semaine et qu'est-ce qui m'en a pris ? Pas ce que tu aurais dû ressentir, ce que tu as ressenti. Après quelques semaines de cet exercice, des patterns émergent. Tu commences à voir clairement quelles activités, quelles personnes, quels contextes te construisent et lesquels te vident. Cette information est précieuse. Elle est le fondement de la clarté. Il existe une question que j'aime poser régulièrement. Une question simple mais presque inconfortable dans sa précision. Dans 10 ans, si tu continues exactement dans la direction actuelle, en faisant les mêmes choix quotidiens, en fréquentant les mêmes personnes, en consommant les mêmes contenus, en maintenant les mêmes habitudes, où seras-tu ? Sois honnête, très honnête. Pas optimiste, pas pessimiste. Honnête. Si la réponse te remplit de satisfaction, tu es sur le bon chemin. Accélère. Si la réponse te remplit d'inquiétude ou de malaise, c'est de l'information précieuse. Pas de la honte, de l'information. Et l'information, contrairement à la honte, tu peux l'utiliser. La clarté, c'est aussi savoir ce que tu ne veux pas, ce que tu refuses, quel compromis tu n'accepteras jamais. Ces limites ne t'emprisonnent pas, elles te libèrent, parce qu'elles éliminent une quantité gigantesque de décisions, de tentations et de distractions qui consomment ton énergie sans t'apporter rien de réel. L'esprit clair ne fait pas plus de choses, il fait moins de choses, mais les bonnes. Il n'est pas plus intelligent que les autres, il est juste moins pollué par le bruit. Et dans un monde qui compétitionne pour ton attention à chaque seconde, un esprit qui sait ce qu'il veut est devenu une ressource rare, presque un avantage concurrentiel. Cultive-le, protège-le. Et quand la confusion s'installe, et elle s'installera toujours à un moment ou un autre, rappelle-toi que c'est normal. La clarté n'est pas un état permanent acquis une fois pour toutes. C'est une pratique, un retour régulier à toi-même, à ce que tu es vraiment, à ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu prends le temps de te recentrer, tu reprends le gouvernail. Et un bateau qui a le gouvernail tenu peut affronter n'importe quelle mer. Chapitre 8. La cohérence est le vrai génie. Il y a un mot que notre culture a complètement dévalué. Un mot qu'on entend partout, qu'on applaudit en théorie et qu'on abandonne en pratique dès que la vie devient inconfortable. Ce mot, c'est la cohérence. On admire le génie,
On célèbre le talent. On raconte des histoires de personnes extraordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires et on les présente comme des êtres à part, dotés d'une capacité que la plupart d'entre nous n'auraient tout simplement pas. C'est un mensonge confortable. Et c'est aussi, dans la plupart des cas, une erreur factuelle. La réalité de ce que tu appelles le génie, c'est presque toujours de la cohérence invisible. Des milliers d'heures de pratiques répétées, ennuyeuses, ingrates, qui ont fini par produire quelque chose qui semble, de l'extérieur, inné et naturel. Pense à un musicien que tu admires. Ce que tu vois sur scène, la fluidité, l'aisance, la façon dont il semble ne faire aucun effort, est le résultat de dizaines de milliers de répétitions des mêmes gammes, des mêmes exercices, des mêmes passages difficiles joués seul dans une pièce pendant des années. Ce que tu vois, c'est la compression de 10 ans de cohérence silencieuse en 2 heures de spectacle. La même chose est vraie pour l'entrepreneur qui semble tout réussir facilement, pour l'athlète qui paraît invincible, pour le conférencier dont les mots semblent couler naturellement. Ce que tu perçois comme du talent est presque toujours de la cohérence devenue invisible à force de répétition. Il y a un concept que j'aime appeler la courbe de la compétence. Quand tu commences quelque chose de nouveau, tu es conscient de ton incompétence. Tu sais que tu ne sais pas faire. C'est inconfortable, parfois humiliant, mais c'est honnête. Avec de la pratique, tu progresses vers la compétence consciente. Tu commences à savoir faire, mais ça demande encore de l'attention, de la concentration, de l'effort délibéré. Et puis, si tu continues assez longtemps, quelque chose change. La compétence devient inconsciente. Ce qui demandait de l'effort devient automatique. Ce qui nécessitait de la réflexion devient instinctif. Et c'est là, précisément là, que les gens de l'extérieur commencent à parler de don naturel. Il n'y a pas de don, il y a la cohérence, suivie du temps. Voilà ce que j'observe chez ceux qui construisent quelque chose de durable. Ils ne cherchent pas les jours d'inspiration extraordinaire. Ils ne dépendent pas de se sentir motivés pour agir. Ils ont compris une vérité fondamentale que la plupart des gens n'intègrent jamais vraiment. L'action précède la motivation, pas l'inverse. On attend d'avoir envie pour agir. C'est une erreur. On agit d'abord et l'envie suit. Le cerveau ne génère pas de la motivation en l'air, il en génère en réponse au mouvement. Tu ne t'es jamais senti plus motivé après avoir commencé quelque chose, même à contre-cœur? C'est la chimie du cerveau. Une fois que tu es en mouvement, les neurotransmetteurs qui alimentent l'engagement commencent à se libérer. Mais ils n'arrivent pas avant que tu n'aies bougé. Les personnes cohérentes le savent. Elles n'attendent pas l'humeur. Elles ne consultent pas leur état émotionnel du matin pour décider si elles vont respecter leur processus. Elles ont décidé, une fois pour toutes, que certaines choses se font indépendamment de comment elles se sentent. Et cette décision, prise une fois, les libère de devoir la reprendre chaque jour. Il y a une image que j'aime appliquer. Imagine que tu aies décidé de te brosser les dents chaque soir. Est-ce que tu te demandes chaque soir si tu en as envie? Est-ce que tu négocies avec toi-même? Tu repousses à demain? Tu attends d'être motivé? Non, parce que la décision a été prise il y a longtemps et elle est simplement exécutée. Ce n'est plus une question, ce n'est plus une lutte, c'est juste ce qui se passe. Tes habitudes les plus puissantes doivent fonctionner exactement comme ça. Pas comme des défis quotidiens que tu dois me surmonter à chaque fois. Comme des automatismes silencieux qui se déclenchent sans débat intérieur. La cohérence, c'est le vrai génie. Pas parce qu'elle est impressionnante en elle-même, mais parce qu'elle est le mécanisme connu qui transforme de façon fiable le potentiel en résultat. Le talent sans cohérence reste du potentiel. La cohérence sans talent produit des résultats, toujours. Et voici la bonne nouvelle. La cohérence, contrairement au talent, est entièrement sous ton contrôle. Tu ne peux pas décider d'être doué, mais tu peux décider d'être constant. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année. C'est ta décision, c'est ton levier, c'est suffisant.
Conclusion. Tu deviens ce que tu répètes. On est au terme de ce voyage. Ou plutôt, on en est au début. Parce que tout ce que tu viens d'écouter ne change rien si ça reste ici, dans cette heure passée ensemble. Ce qui va changer quelque chose, c'est ce que tu fais dans les 24 prochaines heures. Pas les prochains 6 mois, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Voici ce que j'espère que tu emportes. Le succès n'est pas un événement. Ce n'est pas une récompense remise un jour à ceux qui auraient travaillé assez fort. C'est une direction, un degré de cap, une série de petits choix quotidiens, chacun trop insignifiant pour être remarqué seul, mais dont la somme, au bout de mois et d'années, compose une vie entière. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire, tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin d'une révélation, tu as besoin d'un processus. Tu n'as pas besoin de te transformer du jour au lendemain, tu as besoin de devenir, lentement et sûrement, la version de toi-même qui prend naturellement les bonnes décisions, non plus par effort, mais par identité. La personne pour qui la discipline n'est plus une lutte parce qu'elle est devenue simplement qui elle est. Pense à tout ce que tu as appris ici. La loi des 1%, invisible aujourd'hui, imparable dans 10 ans, l'identité qui précède le comportement, tu ne fais pas, tu deviens, le système qui remplace la volonté, conçu une fois, efficace indéfiniment, les 4 lois du changement, rendre le bien évident, attractif, facile, satisfaisant, l'environnement qui décide à ta place, alors autant le concevoir consciemment, le plateau de la latence, le travail invisible qui précède toujours la percée visible, et la clarté, le super-pouvoir silencieux des gens qui semblent avancer sans effort. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des outils. Chacun d'eux peut être utilisé dès demain matin. Chacun d'eux produit des résultats mesurables, réels, tangibles, à condition de lui laisser le temps de travailler. Chaque habitude que tu honores est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque système que tu mets en place est une décision prise à l'avance pendant que ta batterie est pleine et ton esprit est clair. Chaque plateau que tu traverses est du bambou qui pousse sous la surface, invisible, inévitable, réel. Je veux te remercier d'avoir été là, d'avoir choisi cette heure. Dans un monde qui compétitionne pour ton attention à chaque seconde, rester avec une seule idée suffisamment longtemps pour qu'elle s'installe, c'est déjà une forme rare de discipline. Tu n'es pas ici par hasard, et tu n'en repartiras pas les mains vides. Maintenant, une seule chose, une habitude, une seule, que tu commences demain matin. Pas 3, pas un plan complet en 10 étapes, une seule. Rends-la évidente, rends-la facile, rends-la satisfaisante. Et répète-la sans exception jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un effort, jusqu'à ce qu'elle soit simplement qui tu es. Le reste viendra, il vient toujours, pour ceux qui restent dans le jeu assez longtemps. Je veux te laisser avec une image finale. Pense à un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Il ne cherche pas à ajouter quoi que ce soit. Il retire, doucement, méthodiquement, tout ce qui n'est pas la sculpture. Chaque coup de ciseau semble insignifiant. La forme n'est pas visible pendant longtemps. Et puis, un jour, quelque chose émerge du marbre. Quelque chose qui était là depuis le début, attendant d'être révélé. Tu es ce sculpteur, et tu es aussi le marbre. Chaque habitude que tu honores retire un peu de ce qui te retient. Chaque choix cohérent révèle un peu plus la version de toi qui attendait d'être libérée. Ce n'est pas de la création ex nihilo, c'est de la révélation progressive, lente, inévitable, magnifique. Le voyage ne se termine pas ici, il commence. Et chaque matin que tu te lèves avec une intention, chaque soir que tu respectes un engagement, chaque fois que tu choisis le processus plutôt que le raccourci, tu ajoutes un coup de ciseau, un degré de cap, 1% de plus. Ce n'est pas grand-chose, c'est tout. Abonne-toi à l'Esprit Clair pour continuer ce voyage. Chaque semaine, une idée claire portée jusqu'à toi.